Et bonjour les amis, et nous voilà dans un tout nouveau décor, qui est ni plus ni moins que ma cuisine. Je vous avais promis une vidéo où on allait rouler avec la 206, mais au vu des conditions météo et de la pluie incessante, aller rouler c'est compliqué. J'ai voulu faire un départ 400 mètres arrêté, j'ai burné pendant 400 mètres. Aujourd'hui, on reste au chaud, on fait un petit arrêt au stand, et je vais vous parler d'une voiture qui m'a marqué. Petit voyage dans le temps, je dois avoir à peu près 14 ans à cette époque-là. Le sport automobile est assez méconnu pour moi, je m'intéresse pas vraiment à ça. Ça regarde un peu la F1 à la maison, mais moi j'adhère pas. Je suis team skateboard, VTT, PlayStation. Et un jour, j'ai deux potes à moi qui sont légèrement plus âgés qui me disent « Tiens Sylvain, il y a un rallye pas loin, est-ce que tu aimerais venir avec nous ?» Évidemment, j'avais rien d'autre à faire. Je pars avec eux, je saute sur le derby de mon pote et là, gaz, c'était un derby quoi, donc on y va. On arrive là-bas, moi j'y connais strictement rien. Mes potes me disent on va se mettre dans l'épingle, on se cale dans le talus, comme ça on verra. Et effectivement, il y avait une ligne droite qui montait, l'épingle, puis on voyait les voitures partir et puis après ça montait au-dessus de nous, une route de montagne. On est installé et il se passe quelque chose déjà. En fait, il y a une ambiance, il y a une dynamique. On n'a pas vu encore une seule voiture, mais il se passe quelque chose. Il y a les premières voitures qui commencent à arriver, il y a une émulsion, j'aime cette ambiance, l'odeur de l'essence. Il se passe quelque chose. Et on commence à voir passer, c'est l'époque, donc des 205, des Renault 5, des Talbot. Il y a aussi des protos qui passent, mais on a aussi des Porsche, des Subaru. Et là, j'entends une sonorité différente. C'est pas un flat, c'est pas un bruit d'une voiture européenne classique. C'est différent. Elle attaque cette grande ligne droite. Elle est magnifique, blanche et rouge. Et je dis à mon pote, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est une Evo, mais ça vaut pas une Subaru. À la fin du rallye, pour ceux qui ne savent pas, en fait, toutes les voitures se regroupaient sur la place du village. Ça permettait donc aux pilotes de recevoir leur titre et nous, spectateurs, d'admirer les voitures d'un peu plus près et de pouvoir discuter avec certains pilotes. Et là, je la cherche et je vois des 306, des Ford Escort, mais elle est où? Et là, ti amo, ti. Elle est vraiment magnifique. Mitsubishi Lancer Evolution 6. Je suis tombé sous son charme. Le rallye est fini, on rentre à la maison, et à partir de ce moment-là, rien n'a changé en fait. J'ai joué à la PlayStation et j'ai continué à faire du skate. Les années passent, je dois avoir 16 ans, 17 ans, je me rappelle plus exactement. Mes potes ont eu leur permis, et ils me disent « Sylvain, il y a un rallye, tu viens avec nous ?» Évidemment, je saute dans la voiture, je vous refais pas la scène, mais brop, et là, j'en vois pas une, j'en vois pas deux, mais en fait, vu que c'était un gros rallye, des Mitsu, il y en avait beaucoup, et notamment une toute rouge. Et où je me dis, elle fait un peu moins bodybuildée, elle est un peu plus saillante, un peu plus... Et en fait, c'était la Mitsubishi Lancer Evolution 7. À la fin du rallye, pareil, les voitures exposées sur la place. Et donc là, il y avait, en fait, ils avaient mis toutes les Evo côte à côte. Donc c'était, pour moi, c'était un peu Noël. Et donc, il y avait un Evo 5, Evo 6, Evo 7. Et vraiment, je la trouve magnifique. Oui, mais ça vaut pas une Subaru. Ah, ta gueule, Flo. Je suis tombé sous le charme de cette voiture. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous allons parler de Mitsubishi. Mitsubishi, en quelques mots, c'est quoi? Il faut savoir que Mitsubishi est présent dans énormément de domaines. Pour le bien de la vidéo, j'ai effectué des recherches sur Mitsubishi et je suis tombé sur l'organigramme de la société. Rien que de le voir, j'ai eu mal au crâne. Le truc, c'est illisible. Mitsubishi, c'est 8 secteurs, 8 domaines d'activité. À la base, Mitsubishi a été créé en 1873 et aujourd'hui, ça regroupe 62 000 salariés. Les 8 domaines d'activité, je vais les lire parce que je n'arrive pas à retenir ces 8 domaines d'activité. Les énergies environnementales, les solutions matériaux, les ressources minérales, le développement urbain et infrastructures, la mobilité, l'industrie alimentaire, la création de vie intelligente et les solutions énergétiques. Grosso modo, ça veut dire quoi? Qu'on retrouve Mitsubishi dans des voitures, dans des clims, dans de l'IA, dans de l'extraction de minerais. Mitsubishi est présent partout. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez ce que veut dire Mitsubishi? Alors en fait, c'est tout simple. Mitsu veut dire 3, Ishi veut dire losange. Et quand on voit leur logo, on peut dire qu'ils ne sont pas foulés, les gars.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie automobile et plus précisément la partie rallye WRC. Tout commence en 1971 où Mitsubishi crée sa première voiture, la Mitsubishi Type A. Toujours pas inspiré pour les noms. Et pour créer cette voiture, ils se sont inspirés d'une Fiat. C'est-à-dire qu'à la base, les Japonais se sont inspirés des Italiens pour faire des voitures. Heureusement, ils ne se sont pas inspirés de leur fiabilité. C'est une balle perdue. Mais c'est pas un succès. La première Mitsubishi Type 1 est produite à 22 exemplaires. Même pour l'époque, c'est ridicule. On fait un petit saut dans le temps, sinon l'épisode va durer 2 heures et c'est pas l'objectif. On se retrouve fin des années 60. Mitsubishi s'est beaucoup développé et énormément présent dans les courses d'asphalte, type GP du Japon, donc genre une Formule 1 japonaise. Mais Mitsubishi aimerait un peu plus se diversifier et venir jouer dans la terre. Ils aimeraient intégrer le rallye pour plusieurs bonnes raisons. C'est que déjà le rallye c'est trop stylé. C'est une discipline qui est un peu moins élitiste que la F1, mais un peu plus complète. Et c'est une discipline qui est basée sur des véhicules de série. C'est-à-dire que toute ta recherche et développement que tu fais pour ton rallye va directement dans tes concessions. Donc tu dépenses beaucoup de yens pour faire tes voitures et tu les mets directement en concession. C'est un moyen très rapide de rentabiliser les recherches que tu fais sur tes voitures. Et ça, Mitsubishi l'a bien compris. Sur le site de Mitsubishi, il y a une belle timeline qui représente l'évolution en WRC de Mitsubishi. On va s'appuyer sur cette timeline pour développer tous les points. Je ne m'attarderai que sur les lanceurs et les lanceurs évolution. Dans le monde du rallye, il y a eu beaucoup de voitures, on va pas toutes les faire. Et on ne va parler que de la partie rallye WRC, on occulte tout le reste. Donc tout commence en 1973 où Mitsubishi lance la Lancer 1600 GSR, la première voiture de rallye destinée au WRC. À cette époque, Mitsubishi n'a pas la plus grosse, mais comme quoi c'est pas toujours la taille qui compte. Et comme nous l'explique Sad, ce qui comptait, c'était de rouler aussi vite que t'étais con. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir une fois que la mienne est finie. Vous allez voir ses pépites. En 1979, au salon de Tokyo, Mitsubishi dévoile la EX2000 Turbo, avec une injection électronique qui développait pas moins de 250 chevaux. À l'époque, 250 chevaux, c'est complètement fou. En 1981, et après 3 ans d'absence en rallye, Mitsubishi envoie 2 lanceurs au rallye de Grèce. Mais les résultats ne sont pas ceux escomptés. Cette année-là, leur meilleur résultat a été une 9e place au RAC. Pour ceux qui ne savent pas, le RAC, c'est le rallye d'Angleterre. Face à ces résultats médiocres, disons ce qui est, Mitsubishi décide de se retirer de la compétition pour peaufiner leur voiture et revenir en force. Ils restructurent le groupe 1, reviennent pour le rallye des 1000 lacs et arrachent la 3e place. Comme quoi, des fois, prendre du recul, ça a du bon. Cependant, il y a un gros écart entre Audi Quattro qui finit première et seconde du classement et la Lancer qui est 3e du classement. On a 4 minutes d'écart entre les deux. Et là, il faut se rendre à l'évidence. On a des voitures propulsion, des voitures 4 roues motrices. Ok, on a des voitures légères, mais en face de ça, avec l'Audi Quattro, Audi prouve au monde entier qu'on peut avoir un gros véhicule, très lourd. S'il est capable d'amener la puissance au sol, on gagne. Du coup, Mitsubishi abandonne la propulsion et se consacre sur un modèle 4 roues motrices. Lors de l'introduction des 4 roues motrices, il y a un changement de règlement sur le groupe N, A et B en 1983 et les lanceurs qui sont envoyés sur les rallyes ont des problèmes techniques, ont des défaillances et Mitsubishi est obligé d'abandonner le rallye. Je passe rapidement sur la Starion qui a toujours un bloc 4G63 mais avec un fucking turbo. Et pour ceux qui savent, on est en 1986, la dernière année du groupe B. Il y a beaucoup de problèmes sur les courses, beaucoup de problèmes avec le public. Qui à ce moment-là, un jeu très rigolo, c'est d'aller toucher les voitures quand elles passent, ce qui cause des accidents, ce qui va entraîner des amputations, des morts. On arrive à un point où même les pilotes ont décidé de faire grève. Ils ne veulent plus participer, c'est trop dangereux. Ils mettent leur vie en danger et la vie du public aussi. À un moment donné, tout le monde dit stop. Au Tour de Corse, en 1986, Toivonen fait une sortie de route. Il perd la vie dans l'accident et c'est ce qui signera la fin du groupe B. En 1987 sort la Galante et la version de course est la Galante VR4. La VR4 a un bloc 4G63 toujours en 2 litres, transmission intégrale, double arbre à canon en tête et 4 roues directionnelles. Ça veut dire que les 4 roues envoient de la puissance au sol, les 4 roues sont directrices, ce qui permet tout simplement de rentrer plus fort et sortir plus fort des virages. À ce moment-là, la Galante développe 300 chevaux. On est en 1988, Mitsubishi revient
sur les courses de WRC avec la Galante VR. Après 5 ans d'absence, Mitsubishi revient pour signer rien du tout. En fait, ils sont obligés d'abandonner les courses. La Galante a des défauts techniques et ils n'arrivent pas à exploiter la voiture complètement. Ils arrivent à avoir les meilleurs temps sur les spéciales, mais ils n'arrivent pas au bout des rallyes. Ils sont obligés d'abandonner. En 1989, Mitsubishi a 2 pilotes, Ericsson et Harry Vatanen. Pour ceux qui ne connaissent pas Vatanen, c'est lui. Et cette année-là, Ericsson va arracher la première place du rallye des 1000 lacs de Finlande. Au RAC, c'est Harry Callan qui remporte la victoire au classement général, tandis que Vatanen termine 5e. C'est un immense succès pour Mitsubishi. C'est la première année où ils s'approchent vraiment des podiums, où ils arrivent à remporter des victoires. La machine est lancée. 1990, il y a encore des changements de réglementation. On est obligé de limiter le nombre de moteurs que tu as le droit dans une saison. Mitsubishi apporte une nouvelle modification à sa voiture. Ils installent un différentiel avec un visco-coupleur. Grâce à cette modification, Mitsubishi fait une très bonne année et finit 3e au championnat des constructeurs. 1991, Mitsubishi continue avec sa Galante et on a à peu près le même résultat que l'année 1990. Mitsubishi finit 3e au championnat des constructeurs. Ils consolident un peu leur position, ils fiabilisent la voiture. On est bon. Cette année-là où Shinozuka, premier pilote japonais, remporte un rallye. Donc pour une écurie japonaise, c'est quand même bien d'avoir un japonais qui gagne. Mitsubishi prévoyait de lancer la Mitsubishi Lancer Evolution en 1993 à l'ouverture de la saison sur le rallye de Monte-Carlo. Et pour ça, ils ont arrêté complètement la recherche et développement de la Galante et ils ont pris les pièces de l'Evo et au fur et à mesure, ils les ont passées sur la Galante pour faire des tests grandeur nature. Et on arrive en 1993. La première Mitsubishi Lancer Evolution voit le jour. Il faut savoir que cette voiture porte ce nom-là pas par hasard. En fait, c'est un hommage qu'ils ont fait à une voiture de 1970 qui était présente sur les rallyes de terre, sur le Cross Rally et sur le Safari Rally. Nous voilà en 1993, rallye de Monte-Carlo. 2 Evo prennent le départ et finiront respectivement 4e et 6e au classement général du rallye de Monte-Carlo. Tout au long de la saison, l'Evo évolue et se perfectionne, s'améliore. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, on a toute l'écurie, tout le staff technique, tous les ingénieurs qui sont derrière les voitures. En fait, pendant que la voiture roule, les ingénieurs analysent, étudient les comportements, les différences pour pouvoir améliorer l'Evo au cours des rallyes, au cours des saisons. Et donc malgré tout, Mitsubishi n'arrive pas à décrocher de victoire cette année-là et au mieux, ils feront une seconde place. 1994, Mitsubishi lance la Lancer Evolution 2. Et malgré toute leur bonne volonté, la voiture est encore un peu jeune, elle manque de fiabilité et ils n'arrivent pas à arracher la première place. On se contentera d'une seconde place. 1995 fut marqué par l'arrivée d'un pilote. Un pilote que tous les amateurs de rallye connaissent, Tommi Mäkinen. Cette année-là, on a Ericsson qui arrive à arracher la première place sur le rallye des 1000 lacs, alors que Mäkinen finit lui sur la seconde place. En cours d'année, on a la Mitsubishi Lancer Evolution 3 qui arrive, qui apporte sur les Evo un anti-lag. L'anti-lag, c'est pas compliqué. Quand on a une voiture turbo, en fait, le turbo déclenche un certain nombre de tours minutes. Et à chaque fois que tu passes un rapport, tu perds tes tours minutes et il faut remonter dans la plage de travail du turbo. On va dire que le turbo va déclencher à 2500 tours jusqu'à 7000 tours. Et quand tu passes un rapport, tu te retrouves en dessous. Et donc, tu as une partie creuse avant de revenir dans la plage de travail du turbo et de pouvoir l'exploiter. L'anti-lag permet en fait qu'à ton passage de rapport, tu ne perds pas tes tours minutes. Tu restes toujours dans ta plage de travail. Et grâce à ça, l'Evo finit première au rallye d'Australie. À la fin de l'année, Ericsson et Mäkinen finissent 3e et 5e au championnat du rallye et Mitsubishi finit second au championnat des constructeurs. On se rapproche du sommet, on n'est plus qu'à un chouïa d'y arriver. L'année 1996. Cette année-là, je vais vous la résumer avec une image. Là. Voilà. Mäkinen a tout gagné. Il fait une année quasi parfaite. Mäkinen, champion du monde des rallyes. Mitsubishi, champion du monde des constructeurs. 1997, c'est l'année des changements encore une fois. Et on va parler d'une partie qu'on a occultée depuis le début. C'est la taille des spéciales. C'est le nombre de kilomètres parcourus sur un rallye. Il faut savoir qu'un rallye, c'est plusieurs spéciales. À partir de 97, un rallye ne pourra pas faire plus de 400 km. Alors qu'à l'époque, un rallye, c'était 2400 km. C'était complètement jobard, les types. C'était très éprouvant pour le corps, pour les machines. Et du coup, ils ont préféré avoir plus de rallyes
mais plus petit. Et 1997, du coup, le tableau, voilà, Mäkinen. Pour la deuxième fois consécutive, Mäkinen, champion du monde des pilotes, Mitsubishi, champion du monde constructeur. 1998, il y a eu un petit truc France-Brésil, là, je me rappelle plus exactement, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'arrivée de l'Evo 5. Et je vous laisse deviner, Mäkinen, champion du monde des rallyes, Mitsubishi, champion du monde des constructeurs. Ça s'est joué à un cheveu, avec un Carlos Sainz qui a été très incisif tout au long de l'année, mais qui échoue à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Toyota a eu un problème avec la voiture. On a eu de la chance. 1999. Comme les autres années, on change de voiture, on passe à l'Evo 6 et je vous passe les détails, mais pour la 4e fois consécutive, Mäkinen, champion du monde des rallyes et Mitsubishi, champion du monde des constructeurs. On passe les années 2000 et pour les plus anciens, on se rappelle du bug de l'an 2000 qui était censé détruire le monde. Bon, mais ce bug a juste touché Mitsubishi. À partir de là, on va rentrer dans un cycle infernal de problèmes. On a des problèmes techniques sur les voitures, on a des pannes sur les voitures, on a des problèmes d'homologation sur les voitures, ce qui fait que l'année est catastrophique et Mäkinen finira 3e. Mitsubishi se ressaisissent en disant « il faut qu'on reprenne notre première place ». Ils préparent une nouvelle Evo, c'est l'Evo 6.5 si on peut dire, et je vous laisse juger les résultats. C'est pas ce qu'on attendait. Au début de la saison 2002, Mitsubishi change ses pilotes et Mäkinen laisse la place à Delecourt. On a un pilote français, Cocorico, avec une Mitsubishi Lancer Evolution 7. Et en fait, cette Evo n'était pas du tout au point. Delecourt dira lui-même que ça a été la voiture la plus dangereuse qu'il ait eu l'occasion de piloter. Et on se rappellera de ce rallye d'Australie où le différentiel a complètement planté et du coup, en pleine ligne droite, Delecourt perd le contrôle de la voiture, finit dans un arbre. Sous l'impact, le moteur et la boîte de vitesse ont été arrachés de la voiture. On a de la chance, pilote et copilote n'ont rien, mais c'est un coup dur pour Mitsubishi. Du coup, ben voilà le résultat, 2002, c'est pas ouf quoi. On passe 2003, 2004, 2005. Les années se suivent et se ressemblent, où Mitsubishi n'arrive pas à revenir sur le devant de la scène. Ils prennent du retard, ils perdent course après course, le moral baisse, jusqu'au point où Mitsubishi arrêtera complètement le rallye. La Mitsubishi Lancer Evolution 9 meurt et emporte avec elle toutes les Evo. Alors, certains diront, oui, mais il y a eu une Evo 10. Je suis d'accord. Mais peut-on vraiment dire que c'est une Evo? Elle n'a pas le même bloc, elle arrive des années plus tard, elle ne fait pas de rallye. Tout ce qui faisait la base de cette voiture, l'essence même de cette voiture, c'était le rallye. Et si tu prends une voiture de rallye et que tu lui fais pas faire de rallye, c'est pas la même voiture. Si tu prends une voiture et que tu enlèves son moteur, ce n'est plus la même voiture, c'est un kit carrosserie posé sur autre chose. Ils ont voulu surfer sur un nom, et ça l'a pas fait. Et la voiture est restée en commercialisation pendant des années. Elle ne s'est pas vendue, ou très peu. Pour ma part, la dernière Evo, c'est la 9, qui, quoi qu'il en soit, est un échec. L'Evo est une voiture qui a brillé parmi les étoiles et qui est morte dans l'indifférence totale. Évidemment, je n'ai parlé que du WRC, mais les lanceurs ont évolué sur d'autres routes, d'autres types de courses, et Mitsubishi aussi a engagé d'autres voitures sur d'autres types de courses, notamment avec les Pajero dans le Dakar ou des choses dans le genre. Maintenant, cette voiture, cette Mitsubishi Lancer Evolution, a eu un succès en dehors des sports mécaniques. C'est une voiture qu'on a vue au cinéma, notamment en France avec Taxi 2, où les Yakuza pilotent des Evo 7 noirs, et évidemment, dans Fast and Furious, la voiture de Brian O'Connor, l'Evo 7. Dans une couleur horrible, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais passons. C'était l'époque, c'était le tuning. On a connu l'Evo aussi dans des jeux vidéo. Elle a beaucoup marqué le milieu jeux vidéo dans des Gran Turismo, dans des Rally Championship, dans des WRC, dans des Need for Speed évidemment, des Need for Speed Underground. Les voitures étaient très tunées. La Mitsubishi Lancer Evolution avec son 4G63 était bridée à 280 chevaux. Ceux qui ne le savent pas, à cette époque-là, il y a le Gentleman Agreement. Tous les constructeurs japonais se sont mis d'accord pour dire qu'aucune voiture de série ne sortira avec plus de 280 chevaux des concessions. Il y avait beaucoup de courses de rue au Japon à ce moment-là, et c'était très compliqué pour la police d'interpeller ces malfrats, parce que la police n'avait pas des voitures préparées, n'avait pas des voitures tuning. Et donc, pour lutter contre ça,
ils ont dit, ok, aujourd'hui, la voiture qui a le plus de chevaux qu'on commercialise fait 280 chevaux, nous n'irons jamais au-delà de 280 chevaux. Alors le 4G63 est un peu moins connu que le 2JZ, mais tout comme le 2JZ, le 4G63 était capable de développer beaucoup plus que 280 chevaux. C'est-à-dire que tu mets 2 coups de tournevis, tu changes le filtre air, tu passes à 500 chevaux. Voilà. Le 280 chevaux, c'était pipeau. Hein. Quand tu as un moteur qui est avec un bloc forgé, c'est que tu as envie qu'il sorte plus que ça. On a des gars qui ont préparé le 4G63 à plus de 2000 chevaux. C'est des prépas folles, on est d'accord, c'est pas donné à tout le monde, mais on a quand même sorti plus de 2000 chevaux avec ce bloc. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est bien triste, parce que l'Evo, c'est un mythe de l'automobile. Cette voiture a marqué des générations et est morte dans l'indifférence totale. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est qu'une Evo, ou ont juste vaguement l'idée de « on l'a vu dans un film ». J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, franchement, à faire cet épisode. Je me suis plongé dans l'histoire de Mitsubishi et de l'Evo. J'ai appris énormément de choses. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant à faire. C'est un petit peu du journalisme. Et en fait, c'est vraiment fun. Donc, si cet épisode vous a plu, dites-le en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous en masse. Et dites-moi si vous voulez un autre épisode dans le genre. Surtout que là, on arrive dans une période où on ne pourra pas forcément aller rouler, faire de la mécanique, j'ai pas forcément le temps en ce moment. Du coup, si vous voulez d'autres épisodes comme ça, dites-moi en commentaire sur quel sujet vous voulez qu'on parle. Si vous voulez une autre voiture, un pilote, quoi. Dites en commentaire ce que vous voulez. Et moi, je me ferai un plaisir de vous faire des épisodes là-dessus. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment. Et je vous dis à très vite.